Alors d'abord, présentation de la structure. Donc c'est une petite structure de clinique de Saint-Louis, avec donc un service d'urologie, 3 praticiens, un service de chirurgie ambulatoire, un service d'urgence, un bloc opératoire dédié à l'urologie. Et donc on pratique en moyenne environ 130 biopsies de prostate par an. Alors, ce sont les biopsies de prostate, et donc sont des complications infectieuses donc, qui sont en nette augmentation depuis ces dernières années, donc par méthode transrectale. Donc la cause, c'est la contamination de la prostate par une aiguille chargée de bactéries provenant du rectum. Donc la biopsie de prostate est l'une des procédures donc, qui est les plus pratiquées en service d'urologie. Et donc il y a une morbidité qui est liée en particulier donc, en raison des complications infectieuses. Alors le circuit de la prise en charge chez nous, donc toutes nos biopsies se font en bloc opératoire, sous anesthésie générale en majorité, et donc ils passent par le service de chirurgie ambulatoire. Alors les modalités de la prise en charge, donc il y a la prise de l'antibioprophylaxie, l'antibiotique, donc c'est de l'ophocète de comprimé, 400 mg, 1 à 2 heures avant le geste. Donc le lavement est optionnel. Il y a des urologues qui continuent à le faire, d'autres ne veulent plus sur les dernières augmentations, donc il est toujours optionnel à cette date. Donc c'est la voie transrectale, avec donc guidage échographique. Donc au bloc opératoire, on utilise donc un appareil d'échographie qui est un appareil partagé avec le service de radiologie. Alors on utilise donc une gaine de protection donc, qui est adaptée à la sonde endorectale. Cette sonde est décontaminée avant chaque acte, donc décontamination de haut niveau après la fin des prises en charge des biopsies et de bas niveau entre chaque acte, sauf s'il y a souillure de la sonde à ce moment-là, donc on passe à une décontamination de haut niveau. Donc on utilise un préservatif. Donc on utilise après des dispositifs médicaux, donc un guide de ponction qui est à usage unique, stérile, donc placé à l'extérieur de la gaine. Une aiguille de ponction, donc qui est à usage unique, donc qui est stérile, donc de diamètre de gauge 18, hein, c'est la gauge standard. Un gel de lubrification stérile. Un support pour l'anatomopathologie. Donc les prélèvements sont mis sur une cassette en mousse stérile. Donc, ces cassettes nous sont délivrées par le laboratoire. Elles ne sont pas stériles et c'est dans notre service de stérilisation que ça sera passé. Donc le nombre de carottes est de 12 à 14. Voilà. Alors les 3 premiers cas, donc c'était en fin d'année dernière, donc 3 cas, ils ont rapproché dans l'espace de 3 semaines. Donc voilà, donc c'est des âges autour de 60-75 ans. Bon. Alors les comorbidités. Donc pour le premier, donc c'était une maladie de Crohn qui a été sous traitement immunosuppresseur, qui quelques semaines auparavant donc a été traité par augmentin. Voilà. Donc il a eu son antibioprophylaxie en temps voulu. Il a eu un lavement, donc il a fait dans les moins de 24 heures, parce que là la fiche sortie, disons, elle est bien faite, et dès qu'il y a un problème, donc les patients reviennent de suite au service des urgences. C'est la procédure. Donc en moins de 24 heures, les patients se présentent pour une prostatite aux urgences. Deuxième cas, donc c'est un patient qui un centre d'appui du sommeil appareillé, qui a une iléie terminale et donc qui a été traité dans les 6 mois précédents l'acte par un flagyl augmentant.
il a été mis sous l'antibrophylaxie en temps voulu. Et le patient se présente dans moins de 24 heures, se présente avec une ECV aux urgences, un tableau infectieux. Et il sera, j'ai oublié de dire, donc chaque fois j'ai marqué donc, les germes, donc là c'est des colis, en particulier résistants au quinolone. Ce patient, donc, qui se présentait avec un état infectieux peu grave, donc, et n'est pas resté en établissement et est reparti dans un autre établissement, parce que son épouse était infirmière, peu importe. Troisième cas, donc là on n'a aucune comorbidité, pas d'antibiotiques préalable, donc il a son antibioprophylaxie en temps voulu. Là par contre les cultures sont stériles et c'est une prostatite qui arrive aux urgences aussi dans un état infectieux peu préoccupant, et donc là le médecin des urgences aussi le fait repartir au domicile. Bon, donc ça, deuxième erreur, on verra après. Donc on l'a rappelé évidemment immédiatement, on l'a fait hospitaliser. Donc on fait une première RMM, donc audit, et on va voir les mesures correctives. Donc on a fait une audit de pratique. En fait, on a audité les 3 praticiens. Hein. Voilà. Donc on avait noté quelques séries d'incohérences. Bon, il n'y avait pas de changement de gants entre l'utilisation de l'échographe et après la ponction. On a vérifié surtout, puisqu'en fait ce sont des dispositifs stériles, on a quand même vérifié par les prélèvements tous nos dispositifs stériles, tous nos dispositifs médicaux. Également des prélèvements au niveau de l'appareil d'échographie, surtout les cultures de cassette, parce que donc c'est nous qui les stérilisons. Et puis il a été décrit pas mal de, enfin j'ai vu plusieurs papiers décrivant donc des problèmes de sepsis à partir de ces cassettes, parce que donc c'est des cassettes qui ont un dispositif de mousse, donc une mousse sur lesquelles donc sont déposés les prélèvements. Bien. On avait noté donc un bionettoyage trop rapide entre chaque intervention, et on avait des préservatifs non stériles. Voilà, donc les actions correctives. Donc on a malgré les recommandations, les dernières, donc qui font que le lavement n'est plus systématique. C'est un peu comme la préparation de l'opéré, c'est-à-dire on n'a pas démontré que les patients qui avaient un lavement avaient moins de sepsis après ponction que ceux qui avaient un lavement. Donc on a décidé que ce soit plus obligatoire. Malgré tout, vu dans l'impasse où on s'est situé, on a préconisé un lavement pour tous les patients. Donc l'utilisation d'un préservatif stérile. Donc on avait noté aussi le temps de trempage de l'échoendoscope qui était que de 5 minutes, alors que les préconisations c'est 15 minutes. Et enfin, surtout, une information au médecin urgentiste, donc tout patient qui se présente avec une suspicion de prostatite après ponction doit rester hospitalisé avec tout un protocole antibiotique en particulier. Deuxième série, 2 nouveaux cas. 2 mois après. Donc premier cas, donc un patient de 75 ans, donc diabétique. Voilà, traité aussi par Augmentin les mois précédents, qui a eu son ophocète dans les règles, pas de lavement, malgré tout, hein, parce qu'il y a un praticien qui ne doit absolument pas de lavement. Et donc il se présente avec une bactériémie CBU, donc à Escherichia coli, et là avec une BLS de plus. Donc ce patient présentait quand même un état beaucoup plus préoccupant, c'est un classé sepsis sévère. Deuxième patient, comorbidité, bon, une prostatite sur une précédente ponction, mais qui remonte à 2016. Donc normalement les préconisations c'est 1 an auparavant.
Donc là, il n'y avait rien de particulier sur ce patient au niveau antibiotique. Il a eu son ophocète, pas de lavement, et donc il se présente avec un sepsis sévère, donc une bactériémie, un CBU positif à poly, toujours résistant au quinolone. Donc là, c'est un patient grave, il a fait un choc septique, donc il est resté 3 semaines en réanimation, dialysé, etc. Donc sévère. Donc à partir de là, ces deux nouveaux cas, on fait que on a commencé à craindre, donc les anesthésistes commençaient à dire on n'endort plus les ponctions biopsie, et donc on avait décidé d'arrêter temporairement et de demander l'intervention du CEPIAS. Voilà, donc on fait donc une deuxième RMM avec le CEPIAS, donc on a analysé techniquement toutes les procédures. Bon, on n'a pas vu d'écart extraordinaire, bon, on a un petit peu amélioré, bon, il y avait en particulier la traçabilité au niveau des infections de l'endoscope qui n'était pas bien assurée. Voilà, mais surtout la discussion s'est orientée sur évidemment l'antibioprophylaxie, puisque dans ces différents cas, on voit que les patients ne sont pas préservés, puisqu'on leur donne une molécule qui de toute façon sont résistantes. Donc j'avais étudié la résistance de notre clinique sur l'année précédente, dont j'avais fait sortir par le laboratoire tous les prélèvements à Escherichia coli positif, et donc on avait un taux de résistance quand même de 22,8%. Donc ce qui est quand même assez important. Donc on est arrivé à proposer donc, des actions correctives, en particulier sur le protocole antibioprophylaxie, et donc axé sur, au moment de la consultation avec le chirurgien, axé sur les patients à risque. Les patients à risque de poser un problème de résistance par rapport au furoquinolone. Alors, on a établi sous une forme de checklist. Pourquoi checklist? Parce que automatiquement, dès qu'ils vont cocher une case, ça va entraîner une modification dans la prescription. Et donc on avait convenu qu'on pouvait proposer de la rocéphine 2 grammes pour ce type de patient. Alors c'est-à-dire, donc ce type de patient, c'est les critères habituels de comorbidité, diabétique, porteurs de valve cardiaque, ceux qui ont eu une quinolone dans les 6 mois auparavant, mais en plus on avait accentué le problème vu qu'on avait quand même pas mal de patients qui avaient eu une antibiothérapie pour des problèmes sérieux dans les 6 mois précédents, donc on avait marqué aussi d'accès sur les patients ayant eu une infection avec antibiothérapie. Troisième série, 2 nouveaux cas encore, donc cet été. Donc là, c'est des patients là, qui n'avaient pas de comorbidité, donc ils ont eu l'ophocète comme antibioprophylaxie finalement. Lavement, donc là ils ont eu lavement avec des infections à la polyvidone niolée, comme c'est recommandé dernièrement au moment de l'examen. Donc là, le premier cas, donc on a une Klebsielle, donc qui était multisensible, avec une bactériémie, qui vient aussi dans les moins de 24 heures. Deuxième patient, aussi pas de comorbidité, rien de particulier, son ophocète, même cas, donc lavement, désinfection à la polyvidone. Et là, on trouve un colis BSE, donc ça fait le deuxième sur nos 7 cas. Donc avec bactériémie, donc il se présente dans les moins de 24 heures aux urgences et il a un sepsis marqué, sepsis sévère. Donc là, on a une nouvelle réunion donc, et on décide qu'effectivement pour tous les patients, il faut, comme c'est dans les recommandations, les dernières recommandations, donc proposer une désinfection rectale associée au lavement à la polyvidone iodée.
Et bon, on fait passer aussi le message donc, du respect du bon timing par rapport à l'antibiotique. Donc on a proposé, parce que ce qui était noté en particulier, c'est que ces malades-là sont faits souvent au bloc les premiers, donc à 8 heures. Et donc si le malade il arrive à 7h30, c'est sûr que l'antibiothérapie sera trop rapprochée. Et en conclusion, donc, les axes d'amélioration qui pourraient être proposés, c'est déjà par rapport à la technique. Donc on a discuté beaucoup avec les urologues et donc dans le dernier congrès de la semaine dernière, donc il y a une réflexion sur la voie d'abord qui évite évidemment le passage par la cavité rectale, donc un abord transpérinéal, et évidemment à ce moment-là, on n'aura plus les mêmes problèmes infectieux. La préparation à la polybidonie iodée, ça paraît, d'après tous les papiers qui sont sortis, ça paraît une bonne mesure. Alors après, rien n'est proposé sur l'antibiothérapie au dernier congrès. Il y aura peut-être la phosphomycine qui pourra être proposée, ou voir l'antibiothérapie ciblée, c'est-à-dire donc faire un écouvillonnage rectal et étudier la flore colique, en particulier le colibacille, et voir s'il a un niveau de résistance particulier de manière à adapter son antibioprophylaxie. Voilà, depuis cet été, on n'a plus de nouveaux cas, c'est ce que je peux dire. Oui, à peu près le taux d'infection, enfin vous avez dû faire une revue bibliographique Ouais. dans les autres centres ou d'autres pays. Eh bien justement, c'est très disparate parce qu'il y a des centres où il y a un taux d'infection assez significatif, il y a des centres qui ont 8% d'infection, d'autres centres qui ont 2%. Donc la question qu'on se pose, est-ce qu'il n'y a pas des niveaux de résistance qui peuvent être différents dans certains bassins de population? Enfin, c'est la question de se poser. Par contre, il y a des pays très inquiétants. Je ne vais pas citer les pays d'Asie, par exemple, qui ont 30% de niveau de résistance. Pour vous, l'antibioprophylaxie est un facteur de protection majeur Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit là. Ouais. C'est que, parce que ça je ne l'ai pas mis sur les diapos, c'est que ça nous paraît être un peu chirurgien dépendant. C'est-à-dire sur les 7 cas, il y a 6 cas liés à un même chirurgien. Voilà. Alors, donc, c'est vrai que le seul chirurgien qui a eu son infection, c'était le premier malade, là, qui était une maladie de Crohn. Donc, ça, c'était, on va dire, c'était presque inévitable, on va dire. Mais l'autre, c'est le même chirurgien. Donc, on se demande si en fait, il n'y a pas effectivement un appui forcé au moment de voilà. Et donc du coup, par rapport à s'il y a une cause profonde qui est liée à un professionnel, du coup par rapport à ce professionnel, vous avez, même si vous ne présentez pas, vous avez une communication, du coup ça s'est arrêté parce qu'il a pris confiance de ça Non, je pense pas. Hein, je crois pas. Il en fait toujours. Bon, il en a pris depuis 3 mois, là, il en a pris. Donc ça, c'est quand même l'intérêt en termes de pratique qualité, hein, c'est de suivre un indicateur, parce que là, on voit que quelque part, c'est un suivi d'indicateur, hein, et que ça permet de voir, quand même, de s'interroger sur ses pratiques, de faire des réunions, et toutes ces... Même si, effectivement, on ne remet pas en cause directement un professionnel, bah, toutes ces réunions, ces réflexions, etc., ça alimente quand même... pour l'équipe un niveau d'information, et du coup il y a un changement de toute façon des pratiques, et le fait qu'il n'y ait plus de nouveaux cas, c'est que probablement quand même les choses Certainement. Il y a d'autres questions?